On court vers le scénario Wall-E. C'est ce film où il y a le petit robot qui nettoie une planète. La fin de Wall-E, c'est la découverte de ce qui reste de l'humanité. Ce sont des humains dans un vaisseau spatial, obèses, sur des fauteuils incroyables de technologie qui sont capables de leur apporter à manger, ils sont capables de les laver, donc ils ne font plus rien. Parce que la technologie du confort a atteint un tel niveau qu'ils ont perdu toute connexion avec leurs besoins, ce besoin primaire de mouvement qui est profondément en nous. Et d'ailleurs, ces humains, ils ont perdu toute confiance en eux. Ils osent plus bouger, ils osent plus explorer. Il faut ouvrir les yeux sur tout ce que ces technologies nous permettent de faire et tout ce qu'elles nous empêchent de faire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de À Poil et Sans Filet, le podcast qui répond à des questions de société avec des dirigeants. Aujourd'hui, on va parler du bien-être au travail. Est-ce que c'est du bullshit ou est-ce qu'il y a des vraies solutions ? Pour ça, je reçois l'entrepreneur et journaliste chez Métamorphose, Alexandre Dana, que je vais vous présenter juste après. Alors, première question que je pose toujours à mon invité, Alexandre, c'est quand la dernière fois que tu t'es senti à poil et sans filet ? Le souvenir qui me vient, c'était il y a maintenant 8 ans. J'ai été pris en traquenard par certains de mes actionnaires. C'était une période compliquée pour l'entreprise et je me suis retrouvé convoqué par certains d'entre eux, pas tous, vraiment une minorité. Et on m'a donné rendez-vous dans un bureau parisien. Puis j'ai senti que ça allait mal se passer parce qu'au lieu de se mettre en cercle autour de la table, ils sont mis en face de toi tous. Ils sont mis en face de moi et moi j'étais en face, tout seul. Et ça j'ai pas aimé, ouais. Ça j'ai pas aimé du tout. Alors ça n'a pas eu de conséquences au final sur la suite de l'entreprise. Il n'y a pas vraiment eu de décision prise ce jour-là. Mais j'ai eu le sentiment qu'on voulait soit me faire du mal, soit me faire craquer, soit me taper dessus. Soit te dégager carrément ou... Je pense pas. Mais simplement, c'était une situation où j'avais effectivement pas de filet. J'avais pas beaucoup de ressources. Il fallait aller au bout de cette réunion. Et je pense qu'à l'époque, en tout cas, les personnes qui étaient en face de moi, effectivement, ont sous-estimé qu'entreprendre, c'est déjà pas marrant, c'est déjà pas facile. Quand ta boîte va pas bien, ce qui était le cas à cette époque-là, tu bosses comme un dingue et tu dors pas beaucoup et tu as plutôt besoin qu'on te remonte et qu'on te tire qu'on te mette encore plus bas, quoi. Maintenant, les mentalités changent. Depuis, justement, je suis très content d'avoir intégré au capital de Live Mentor, mon entreprise, des fonds d'investissement qui sont très, très, très conscients des sujets d'énergie, de motivation, de bien-être de l'entrepreneur. Je pense à Marie-Christine Levet, qui est la fondatrice d'un fonds d'investissement qui s'appelle EduCapital, qui est spécialisé dans les entreprises EdTech et qui m'a vraiment, vraiment très positivement surpris dès son arrivée au capital de la boîte. Elle m'a offert un test de personnalité qui s'appelle ProcessCom en me disant tiens, je te fais ce cadeau, tu vas voir, t'en penseras ce que t'en penseras, mais ça peut t'aider à mieux te connaître, à comprendre tes forces, tes zones plutôt d'ombre, les endroits où c'est moins facile pour toi. Est-ce que je peux essayer de deviner ta base et ta phase ? Ouais, tu peux, ouais. Le problème, c'est que les entrepreneurs, souvent, ils sont... alors, anciennement, ça s'appelait travailloman, workaholic en anglais. Maintenant, je crois que c'est thinker. Ils ont renommé la chose. Donc, en gros, c'est les gens qui perçoivent le monde, les autres, à travers plutôt un côté très rationnel, qui ont besoin de beaucoup de logique, de chiffres, qui mesurent les choses comme ça. Donc, il y a une chance, comme tu es entrepreneur, que ce soit une base ou une phase, à mon avis. C'est le cas ou pas ? Pas du tout. Pas du tout, ok. Alors après, le deuxième feeling, le feeling plus perso que j'ai, enfin, en tout cas, c'est beaucoup le cas chez les entrepreneurs, que j'ai remarqué. Je pense que tu confirmeras. Oui. Mon feeling là, instantané, alors c'est peut-être rêveur. Non. Pas du tout, non plus. C'est mon Je suis à déjà 2 ratés sur 5. Je suis dans la merde. Mais c'est mon 3e. C'est ton 3e rêveur ? Ok. Le rêveur, c'est vrai que c'est plus rare chez les entrepreneurs parce que c'est vraiment le côté imagination, être beaucoup dans le monde onirique, dans la réflexion variée, etc. Alors ok, peut-être du coup comme beaucoup d'entrepreneurs promoteurs.
Je suis en base promoteur, phase rebelle. Ah, ok, promoteur, voilà, ok. Mais la phase compte encore plus. Ouais. Donc promoteur, c'est moi je suis promoteur aussi. Beaucoup d'entrepreneurs sont promoteurs. C'est le besoin de se sentir vivant, Beaucoup le de besoin contacts challenge, humains, contact. beaucoup de défis court terme, beaucoup de motivation court terme, aimer le dépassement. Mais dans le modèle ProcessCom, c'est la phase prend encore plus le dessus. Bien sûr. Donc la phase rebelle, c'est la créativité, le fait de se lasser très vite quand on bosse sur le même sujet pendant des mois, Le besoin de ludique, besoin de s'amuser. jeu qui est très important. D'ailleurs, on peut le voir, tu es en chaussettes aujourd'hui, Alexandre. C'est plus le plus côté à l'aise. rebelle. Mais dans certaines cultures, comme au Japon, c'est poli d'enlever ses chaussures quand on rentre chez quelqu'un. Moi, je l'ai pris comme une insulte personnellement, mais ouais, j'adore la culture japonaise. Ouais, c'est ça. Ok, donc promoteur rebelle, intéressant. Et donc toi, tu as fait, je crois, d'ailleurs, tu le dis dans l'article que tu as écrit chez Les Échos sur la santé mentale des entrepreneurs, que tu t'es vachement formé. Donc il y a eu ProcessCom, tu as fait le disque aussi, t'en as fait d'autres. Oui, j'ai eu la chance ensuite de rencontrer le philosophe Fabrice Midal, qui est auteur de différents livres comme Foutez-vous la paix, le guide des hypersensibles ou aussi Les 5 portes. C'est un livre qui m'a vraiment touché dans son travail. Fabrice est quelqu'un d'assez inclassable, il est philosophe, enseignant en méditation, auteur de livres. Et quand je suis tombé sur ses écrits, j'ai vraiment trouvé que ça résonnait fortement avec la réalité de quelqu'un qui crée et développe un projet, alors qu'il mentionnait jamais le mot entrepreneuriat dans aucun de ses bouquins. Mais il y avait une approche de la psychologie, du comportement qui pouvait vraiment s'appliquer. Et peut-être que son avantage par rapport à ProcessCom, c'est que dans ProcessCom, tu as quand même certains profils qui sont un peu plus faibles, un peu plus fragiles que d'autres. Quand tu lis la description, tu vois, du rêveur, tu te dis, bon... Il n'est pas entrepreneur. Hein, il va avoir du mal à faire quelque chose de sa vie, ce pauvre petit rêveur. Et en fait, il faut revenir peut-être à la base de ProcessCom. ProcessCom, tu sais comment ça a été créé? C'était c'est pour les ingénieurs de la NASA, je crois, pour moi. C'était suite au crash d'une fusée. Ouais. Et la NASA a essayé de comprendre pourquoi est-ce que cette fusée avait crashé. Et en fait, les ingénieurs s'étaient mal compris entre eux. Et donc, il y avait une volonté de la NASA de créer un outil de performance. ProcessCom, c'est quand même pensé pour que tu performes. Là où l'approche de Fabrice, elle n'est pas du tout pensée pour ça. Elle est pensée d'abord pour que tu te connaisses, que tu te comprennes. Et après, in fine, si tu te connais mieux, logiquement, tu vas être plus en réussite. Mais le point de départ est sensiblement différent. Donc oui, ce travail-là de Fabrice Midal m'a aidé. Et je l'ai tellement apprécié qu'on a créé une formation ensemble avec Fabrice au sein du catalogue de formation de Live Mentor. À partir de son livre Les 5 portes, on a adapté ça au cas spécifique des créateurs et créatrices d'entreprise. Ok. Je reviens un peu sur ce que tu viens de me dire sur le fonds d'investissement. Je suis assez... en fait, c'est un sujet dont peu d'entrepreneurs parlent. Tu vois, c'est-à-dire que c'est très tabou. Le conflit avec les investisseurs, le fait que les investisseurs peuvent mettre la pression sur l'entrepreneur, qui a déjà, je pense, qui se met déjà beaucoup lui-même la pression, à moins de quelques psychopathes qui n'en ont rien à faire de travailler avec l'argent des autres. Comment ça se fait, tu vois? Comment ça se fait que tu aies cette liberté de parole? Ça fait longtemps que je suis là. Peut-être que ça aide à se sentir plus à l'aise dans son discours. Moi, j'ai créé Live Mentor juridiquement en 2012. On enregistre en 2025. J'ai commencé à bosser sur le projet en 2010. Au fil des années, oui, ça devient un peu plus facile de parler, de s'exprimer et de mettre en avant des bons comportements comme celui de Marie-Christine Levet que je mentionnais, où il y a évidemment des attentes en tant qu'investisseur, une exigence sur le reporting, etc. Mais il y a aussi une compréhension de l'humain, de l'entrepreneur, de sa psychologie. Et à l'inverse, d'autres investisseurs qui sont peut-être un peu restés dans le passé, qui pensent qu'il faut toujours faire les gros bras, qu'il ne faut jamais sourire, qu'il faut cogner.
Bon, je pense qu'ils se trompent complètement d'approche. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que de toute façon, c'est en train de changer. Mais je pense qu'avec la crise. C'est comme dans le sport de haut niveau, tu vois. Tu prends l'exemple de l'ancien coach de Manodou, Lucas. Ah oui, Philippe Lucas. Philippe Lucas, pardon. Personne n'a envie de bosser avec un Philippe Lucas. Et en même temps, il a eu des résultats. À court terme. Et ensuite, tu as vu l'état dans lequel a fini Manodou. Ouais, ça en fait, c'est une question peut-être de long terme et de court terme. T'as raison. Mais je pense qu'avec la crise, il y a eu quand même beaucoup d'entrepreneurs qui sont retrouvés en conflit avec leurs investisseurs. Nous, au Club Bootstrap, moi, j'ai recueilli plein de témoignages de gens qui m'en parlaient puisque j'avais un discours anti-fonds, entre guillemets, c'est-à-dire anti-mauvaise pratique de fonds. Et puis au club, on en a connu qui ont vécu comme ça du harcèlement moral par des investisseurs qui voulaient sortir la personne et qui ont vraiment, comme ce que tu as décrit, mais fois 10, avec des emails le soir, le matin, des tentatives d'intimidation, des tentatives de prise de contrôle pendant des réunions, enfin des trucs absolument dingos, quoi. Donc c'est sûr que... En fait, je crois que la leçon que j'ai retenue, moi, de ces années de Club Bootstrap, c'est de dire que le slogan, c'était la levée de fonds, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Et je trouve que ça marche bien parce que l'idée, c'est vraiment de savoir à quel jeu tu joues, tu vois. Et comme tu l'as dit, quand tu vas voir des VC, bah, le but, ça va être d'accélérer, ils mettent de l'argent et c'est bien normal aussi qu'ils attendent un retour sur leur investissement. Et donc, certains vont être effectivement éduqués à... Comme tu as dit, l'exemple de... pardon, le prénom, c'est... Marie-Christine. Marie-Christine, c'est le prénom de ma mère. Mais voilà, certains vont être éduqués, d'autres pas. Mais en tout cas, il faut savoir à quel jeu tu joues et que tu t'exposes nécessairement à plus de pression si tu le fais, quoi. Après, les bootstrap, c'est plus long, c'est parfois un peu moins efficace, mais c'est beau aussi. C'est là où c'est important avec le temps de comprendre aussi quel fonds d'investissement tu recherches. C'est pas un hasard si tu vois les derniers fonds d'investissement qui sont rentrés chez Live Mentor, c'est que des fonds à impact. Ring, qui est rentré chez nous en 2021 avec Pierre-Alexis de Vauplane, est super soucieux de l'impact social, environnemental qu'a Live Mentor, du nombre d'emplois qu'on crée via nos formations, via les créations d'entreprises, du chiffre d'affaires des personnes qu'on accompagne. C'est des fonds qui nous ont poussé à devenir entreprise à mission. C'est des fonds qui regardent notre rapport d'impact. Donc il y a aussi vraiment énormément de diversité aujourd'hui dans les fonds d'investissement et une typologie qui est très variée. Et donc il faut se renseigner là-dessus et aller vers les bonnes personnes. Mais ça, quand tu commences... moi j'avais à peine 20 ans à monter des boîtes, tu sais pas tout ça. Bien sûr. Je trouve que c'est difficile ce sujet de fonds à impact, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a presque une antithèse dans le nom de base, puisque le fonds par définition il est là pour investir de l'argent, rendre plus riches des actionnaires qui le sont déjà un peu. C'est comme ça que formulait Gilles Sadger, le fondateur de Lucas, qui avait 20 ans de bootstrap avant de lever beaucoup d'argent. D'ailleurs, lever tard permet de mieux lever. Mais je trouve que il y a presque une antithèse, quoi, tu vois. En fait, le sujet macro, c'est la comptabilité des entreprises. Emmanuel Faber en parle très bien. Donc il faut des changements de régulation sur la comptabilité des entreprises pour que dans la comptabilité, on intègre l'impact social et environnemental. Tant que ça n'existera pas, on aura du mal à vraiment faire une transition. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est pris en compte dans la comptabilité, les fameuses normes IFRS, c'est le chiffre d'affaires, l'EBITDA, le résultat net, etc. Et après, si tu vas sur le sujet des valorisations d'entreprises, c'est ça aussi qui est pris en compte. Si tu regardes ensuite les entreprises cotées en bourse, elles sont valorisées par rapport à ces indicateurs financiers. Donc, il faut que les États, l'Union européenne, le maximum de pays possibles, accélèrent les réformes comptables, la manière dont on lit les PNL. Et ça va rendre le travail de fonds d'investissement à impact beaucoup plus vertueux, beaucoup plus puissant. Tant qu'on n'a pas, tu vois, le même socle commun, tu peux avoir effectivement tous les possibles dans le vaste monde des fonds à impact, des personnes qui y croient vraiment et des personnes qui jouent de la flûte de Pan et en fait mettent un sigle impact sur leur site internet, mais dans la réalité vont investir dans
des software as a service. Oui, voilà, c'est ça. Qui vont faire du SaaS comme tout le monde et qui veulent juste essayer de se brander comme des boîtes parce que ça marche bien sur LinkedIn. Mais c'est intéressant ton point de vue, c'est pour ça que je suis content de te recevoir, c'est que je pense que tu as vraiment creusé ces questions autour de l'impact, autour du bien-être au travail. Et donc, on va essayer de mettre de la précision parce que je trouve qu'effectivement, là-dedans, pour trancher entre ce qui est du marketing et ce qui est de la vraie solution, il faut de la précision, il faut des chiffres, il faut de la profondeur de réflexion. Donc, j'aime bien ton approche sur la comptabilité. Je vais en profiter pour te présenter, peut-être pour nos auditeurs qui se demandent certains qui est donc cet Alexandre Dana. Et puis, on va revenir au thème principal qu'on a aujourd'hui sur le bien-être au travail. Alors, ma petite intro. Les discours sur le bien-être au travail pullulent sur LinkedIn. C'est le concours de celui qui a l'air le plus gentil, avec sa semaine de 4 jours ou son organisation libérée. Ma boîte, c'est une famille, on fait des after-work tous les jeudis, on est classé happy at work. Et pourtant, la détresse psychologique au travail est flagrante, surtout chez les jeunes. En France, il y a 46% des jeunes diplômés qui quittent leur premier emploi dans l'année et 1 sur 3 qui sont en risque fort de finir en burn-out ou en bore-out avant leurs 30 ans. Alors, où est-ce qu'elle est la limite entre le happiness washing, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, au travail, et les vraies solutions ? Pour y répondre, je te reçois donc Alexandre Dana. En 10 ans, tu coches toutes les cases de l'entrepreneur à succès. Tu es co-CEO de Live Mentor, qui est une boîte qui permet de monter son entreprise, qui fait plus de 15 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui. Tu es journaliste pour le podcast Métamorphose, qui est écouté plus de 2 millions de fois par mois. Donc c'est un énorme carton, fondé par Anne Guéquière. Ton livre, tu as écrit un livre notamment qui s'appelle, plusieurs livres, mais un qui s'appelle Entreprendre et surtout être heureux. Tu es directeur de collection chez Erol. Et puis, tu es même directeur de ta propre maison d'édition. Donc, tu as Bouliming d'activité. Mais voilà, ces Vanity Metrics ont eu un prix pour toi. Tu as eu 2 burn-out et tu en as frôlé un 3e avant de te travailler sur toi. Et donc, tu parles ouvertement aujourd'hui de la fragilité mentale des entrepreneurs qui sont en effet des hyper-performeurs incapables de lâcher prise. Et tu consacres désormais ton énergie à un combat vital, la santé au travail. Tu as écrit donc ce nouveau livre qu'on peut voir juste ici, qui s'appelle La chaise tue, qui sonne comme un avertissement. J'ai du mal aujourd'hui à articuler. Une question dérangeante demeure à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Et si le bien-être au travail n'était plus qu'un produit qu'on nous vend ? Alors, quelle est ta première réponse à cette question ? Alors, ma première réponse, c'est que selon qu'est-ce qu'on entend en fait par bien-être au travail ? Moi, je vais peut-être revenir à certaines statistiques. Le nombre d'arrêts maladie n'arrête pas d'augmenter chaque année en France. Les déclarations, comme tu l'as dit, de burn-out ou autres formes d'épuisement professionnel, bore-out, brown-out, augmentent aussi. Et ça arrive au point où, d'ailleurs, notre gouvernement, alors c'est toujours compliqué en France en ce moment de dire notre gouvernement parce qu'on ne sait pas exactement de quel gouvernement on parle, mais en tout cas, les personnes au pouvoir sont conscientes du problème, mais l'abordent sous un angle qui est financier en proposant des réformes pour rendre plus difficiles les arrêts maladie, pour limiter les arrêts maladie, etc. Donc c'est sûr qu'on a un problème de souffrance au travail. Ça, on ne peut pas le nier. Quelles sont les causes de cette souffrance ? Je pense qu'elles sont multiples, elles sont très nombreuses. Moi, le sujet que j'ai creusé depuis 2 ans avec mon co-auteur Victor Fersing, c'est l'inactivité physique, la sédentarité. C'est un sujet majeur qui concerne les 8 millions de travailleurs de bureau en France. Donc 8 millions de personnes qui travaillent sur un ordinateur. Ça compte quasiment tous les métiers des startups, des scale-up, des entreprises qui sont technologiques. C'est un chiffre d'ailleurs qui est sous-estimé parce qu'il ne prend pas en compte les travailleurs indépendants, qui sont aussi des travailleurs de bureau, mais qui bossent depuis chez eux ou dans des espaces de coworking. Et ceux-là ne sont pas comptés dans les 8 millions de travailleurs. Sachant qu'il y a 4 millions de travailleurs indépendants en France, alors tous ne sont pas sur un travail de bureau, mais grosso modo, on peut dire qu'on a 10 millions de personnes en France qui bossent avec une chaise et un ordinateur. Et ça, la chaise pendant 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour, c'est un problème. C'est un vrai gros problème.
Et on s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'on appelle la sédentarité un tueur silencieux. Toi et moi, là, on est assis sur une chaise. On se sent pas super mal. C'est même plutôt agréable. On a l'impression que ça nous repose. La vérité, c'est que ça accélère les risques pour notre santé physique, pour notre santé mentale et pour notre santé sociale. On pourra détailler chacun de ces 3 pôles, si tu veux, dans un instant. Mais peut-être 2 chiffres pour bien comprendre le problème. L'Organisation mondiale de la santé, elle classe la sédentarité comme 4e facteur de mortalité au monde et comme 1er facteur de mortalité évitable. Donc c'est réel. Dans les 2 ans qu'on a pris avec Victor pour écrire ce livre, on a réalisé plus d'une centaine d'interviews de médecins, de cardiologues, de neurologues, de nutritionnistes, de spécialistes de l'obésité, de spécialistes d'Alzheimer, de spécialistes de la sénilité, de kinés, d'ostéopathes, et tous et toutes, ils sont complètement certains, affirmatifs, clairs sur le sujet. La sédentarité est un gros problème. C'est un raz-de-marée qui est en train de nous tomber dessus. On ne se rend pas compte de à quel point on s'est sédentarisé avec Internet, on s'est encore plus sédentarisé avec les réseaux sociaux, on se sédentarise encore plus avec l'intelligence artificielle. Et si on ne réagit pas, on va avoir une catastrophe à plusieurs niveaux dans la société. L'inactivité physique, ça coûte 140 milliards d'euros par an à l'État français. Ça, c'est une note de la Fondation Jean Jaurès. 140 milliards. C'est pas tant un hasard que ça, en fait. Quand tu compares les chiffres entre eux, il y a 4 millions de diabétiques de type 2 en France. Et l'inactivité physique, ça joue énormément sur le diabète de type 2. Les lombalgies, le mal de dos, c'est 28% des arrêts de travail l'an dernier en France. Et c'est directement lié au temps qu'on passe assis. Donc, il y a un problème. Et à côté, il y a des solutions. Alors, mais ces solutions, déjà, elles sont peu nombreuses. Au niveau de l'État, on n'a pas de politique réelle contre la sédentarité. Ça n'existe pas pour le moment. Et au niveau des entreprises, il y a peu de choses. Il y a peu de choses et il y a parfois des fausses bonnes idées ou effectivement des idées un peu paillettes. Mettre un baby-foot dans les bureaux ou offrir même un abonnement à un club de gym. Un club de gym, c'est pas des vraies mesures pour lutter contre la sédentarité. Et on pourra venir après peut-être dans l'interview sur le sujet des sportifs sédentaires. Donc toi, ton parti pris en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu précises la question du bien-être au travail en disant le vrai sujet, le vrai problème déjà qu'il faut adresser, c'est la sédentarité. Oui. C'est ça ta réponse. Oui. Et que tout le reste, entre guillemets, c'est pas que c'est pas important, mais en tout cas, c'est un sujet majeur qu'il faut traiter et qu'on peut traiter, qui concerne tout le monde. Dans une société de service, on est tous derrière l'ordinateur, l'intelligence artificielle, etc. Quand on voit l'impact de la sédentarité sur l'augmentation de risques de maladies cardiovasculaires, l'augmentation de diabète de type 2, l'impact direct sur la prise de poids et l'obésité. On a quasiment aujourd'hui 20% d'obèses en France. On était à moins de 8% il y a 25 ans. Combien tu dis ? Quasiment 20%. 20%. Quasiment 20%. Aux États-Unis, c'est quasiment une personne sur 2. Et c'est les courbes surtout qui sont inquiétantes. Chez les 18-24 ans, ça a été multiplié par 3. Chez les jeunes, aujourd'hui, le problème est tel que l'État décide depuis l'été dernier de rembourser à partir de 13 ans les médicaments anti-obésité, type Ozempic. Qui sont hyper mauvais pour la santé, je suppose. Qui est hyper mauvais pour la santé, puisque ça te fait perdre du poids, mais ça te fait surtout perdre du muscle. Et quelqu'un qui a moins de muscle, c'est quelqu'un qui a encore moins d'énergie pour aller bouger et faire de l'activité physique après. Donc, maladie cardiovasculaire, diabète de type 2, prise de poids, obésité, troubles musculo-squelettiques. J'ai parlé des lombalgies, mais la sédentarité, c'est pas que les lombalgies, c'est tous les troubles musculo-squelettiques. C'est savoir notre corps, c'est une somme d'articulations, et ces articulations, elles ont besoin de bouger pour pas se raidir. Sinon, douleur cervicale, lombalgie, syndrome du canal carpien, tendinite du pouce, surnommée par les médecins tendinite des textos.
Avant, ça n'existait pas. Maintenant, on se fait des tendinites du pouce. Une tendinite du pouce, c'est incroyable. Tendinite du pouce. C'est ridicule. Et là, on a parlé que de la santé physique. Mais on a aussi tout le milieu de la psychiatrie qui est en train de sonner l'alarme en disant on sait aujourd'hui que l'anxiété, la dépression, c'est intimement lié à la sédentarité. Si je fais de l'activité physique, je libère la production d'endorphines, les hormones du bonheur, je libère la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. Si en plus je fais de l'activité physique en extérieur, en nature, en forêt, en montagne, ou simplement dans un parc, j'accélère encore plus ces effets-là. On a aussi dédié tout un chapitre du livre sur les liens entre sédentarité et absence de créativité. Dans l'histoire, on a plein d'exemples de philosophes, de scientifiques, d'artistes qui avaient une pratique d'activité physique, ce qui est différent d'une pratique sportive, vraiment très poussée et qu'ils associaient très clairement à leurs idées, à leur génie créatif. Kant était surnommé l'horloge de Königsberg. Il habitait dans la ville de Königsberg parce qu'il sortait tous les jours à 17h, quel que soit le moment de l'année. Darwin avait créé un chemin qui surnommait le chemin de pensée autour de sa maison, avec des petits cailloux. C'était un chemin dans lequel il allait pour penser. On a plein d'études scientifiques super intéressantes, dont une qu'on mentionne dans le livre qui s'appelle « Give legs to your ideas », donner des jambes à tes idées, où on prend différents groupes de personnes avec le même niveau d'études, le même QI mesuré, etc., etc. On leur fait faire des exercices de créativité, sauf qu'il y a un groupe qui est assis sur une chaise, un groupe qui est sur un tapis de marche, mais en intérieur, un groupe qui est en train de marcher à l'extérieur. C'est à chaque fois le groupe qui est en train de marcher à l'extérieur qui a le plus d'idées. Donc, le baby-foot, l'abonnement à la salle de sport, c'est très sympa, mais ce n'est pas des vraies mesures pour lutter contre la sédentarité, et c'est ne pas comprendre que l'activité physique, promouvoir l'activité physique dans son entreprise, c'est à la fois faire un cadeau incroyable pour la santé des personnes de l'équipe, ça devrait être obligatoire. C'est protéger leur santé mentale et c'est favoriser leur créativité. Donc en fait, on a toutes les raisons de le faire. Mais je te rejoins complètement sur le constat, puisque tu vois, au Club Bootstrap, même, on organisait beaucoup d'ateliers en marchant. En effet, les dirigeants adoraient ça parce que c'est le moment où tu es le plus libre de penser, tu marches en plus avec l'autre. En fait, il y a un truc aussi de un peu Saint-Exupéry, tu sais, aimer c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est un peu la même chose. Quand si tu marches avec une personne, tu vas avancer vers des solutions. Bref, je suis convaincu de ça. Moi, je fais comme tous les entrepreneurs de la tech, un peu c'est walking meetings. Je fais plus de visio. Je crois que toi, t'en fais plus non plus, enfin, quasiment plus en tout cas. Pour essayer justement de rester en train de marcher et dans beaucoup de cas, et en plus avec l'IA qui prend des notes maintenant automatiquement, tu n'as même plus besoin en fait d'être derrière ta visio, parce que c'est un peu ça je pense qui bloque les gens, le fait de prendre des notes souvent. Mais bon, est-ce que ça s'applique partout, tu vois, parce que en effet pour la créativité je trouve ça excellent, mais imaginons que tu veuilles faire une tâche de fond. Bon là en plus nous on parle à des dirigeants d'entreprise en effet qui sont très libres de faire ce qu'ils veulent, mais tu vois, imaginons que c'est Martine qui est assistante administrative et qui doit remplir tu vois mais c'est pour ça que le sujet il est systémique. C'est impossible quoi. Le sujet il est systémique et on n'a pas tous le même levier d'action individuel. Donc dans le livre, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'on peut à notre niveau faire des choses, tous et toutes, mais il faut aussi que les entreprises jouent leur rôle et que l'État joue son rôle. Et aujourd'hui, il ne le joue pas. Si tu prends le travail en usine, aujourd'hui en France, il y a des réglementations. Tu dois garantir à tes ouvriers, à tes ingénieurs qui sont sur les chantiers, le port du casque, les gants de protection, les lunettes de protection. Mais tu n'as rien de tout ça pour le travail de bureau. Tu n'as pas l'obligation pour la boîte d'avoir des bureaux assis debout, d'avoir des sièges ballons. Il y a une super marque de sièges ballons créée par un ostéopathe français qui s'appelle Bloon. Ça permet d'accumuler plein de micro-mouvements au niveau des hanches et de mobiliser le dos bien mieux qu'une chaise. Tu pourrais pousser
les entreprises à investir dans des pédaliers qui sont mis sous les tables. Tu pourrais pousser les entreprises à ritualiser les pauses actives toutes les 30 minutes. Tu pourrais pousser les entreprises à avoir des barres de traction pour se suspendre, des élastiques, des tapis de yoga, des petites haltères. En fait, tout ce qu'il y a chez un kiné, ça ne devrait pas être que chez un kiné. Ça devrait être dans les entreprises. On devrait transformer l'espace d'entreprise en cirque quasiment, quoi. Bah, sans aller jusque-là. Parce que toi, tu en fais en plus. Moi, je pratique les arts du cirque et j'ai effectivement un tripode de 5 mètres de haut dans mon jardin. Un quoi ? Un tripode. C'est une structure sur 3 pieds, autoporteuse. Okay. En haut des 5 mètres, tu as un point d'accroche sur lequel tu peux accrocher un agrès de cirque, un trapèze, des sangles aériennes, ou ce que tu veux. Je dis pas qu'il faut aller jusque-là, mais rien que les bureaux assis debout, les sièges ballons, etc., ça peut changer beaucoup de choses. Je pense à Anne-Charlotte Vuccino, que tu dois peut-être connaître, oui, de The Yogist, qui a développé une méthode de yoga en entreprise qui est très intéressante pour regarder. C'est un de mes épisodes précédents. Où Anne-Charlotte, elle, c'est pareil, c'est suite à un gros accident de moto dont elle s'est remise grâce au yoga, et qui par ailleurs était très ambitieuse. Elle a fait HEC, elle voulait réussir dans sa vie, etc. A réussi à mixer le monde corporate et le yoga, qui sont quand même par définition à la base très opposés, en développant une méthode de yoga assis. Et donc tu peux, c'est des micro-mouvements, effectivement c'est se lever régulièrement. Enfin, il y a plein de petits mouvements qu'elle fait faire. Il y a un très bon très bien. livre de Samuel Ganès qui s'appelle Pratiquer le yoga assis, qui est chez Erol, je crois qu'il est publié aux éditions Erol, et qui est vraiment super pour justement redécouvrir tout ce que tu peux faire en étant assis sur une chaise. Mais le changement, il doit aussi être culturel. Un exemple qu'on a découvert en écrivant La chaise tue avec Victor, qui nous a vraiment marqué, c'est celui du Japon. Je ne sais pas si tu as déjà vu les vidéos des employés japonais qui commencent leur journée par des exercices de gymnastique ça me dit quelque chose, dans les entreprises. On est allé à l'origine de cette culture. Ça remonte aux années 1920. Le gouvernement japonais déclare un programme d'activité physique qui s'appelle Radio Taiso, T-A-I-S-O. Et en partenariat avec la plus grosse radio du pays, ils vont diffuser une séquence de 10 minutes d'exercice de gym et demander aux entreprises de passer ce Radio Taiso tous les matins au démarrage de la journée de travail. 100 ans plus tard, ça donne des Japonais qui bougent sur leur lieu de travail et c'est accepté, normalisé. Ça n'est pas du tout dans les open space. Qui vivent plus longtemps que nous en général. C'est pas du tout accepté dans les open space parisiens ou français. Si on voit quelqu'un qui commence à s'étirer, à bouger, à essayer de toucher ses pieds avec ses mains en étant debout, à se mettre sur son tapis de yoga, on le regarde un peu comme un fou, alors qu'on ne devrait pas. Ce qui est fou, c'est d'être tous alignés, assis sur des chaises et des bureaux pendant toute la journée. Alors chez Live Monitor, ils ont tous des gros ballons ou pas ? Les amis, 2 secondes. Il y a des clubs d'entrepreneurs qui se lancent tous les jours ou presque sur LinkedIn. Mais ceux qui durent depuis plus de 10 ans, ce sont ceux qui sont incarnés. C'est le cas du Kite & Connect, incarné par mon ami Laurent Witt, qui est un entrepreneur passionné par le kite et la foil, qui réunit tous les entrepreneurs présents dans son club, le Kite & Connect, mais aussi un entrepreneur un peu fou, parce qu'il est capable de créer des événements incroyables, comme le B2B Kite Summit, qui se déroule fin septembre à Darla, au Maroc, avec plus de 300 participants dirigeants et dirigeantes, qui vont faire du kite et faire du business en même temps. Il a inventé notamment la Sunrise Party. Imaginez-vous, à 5h du matin, grimper une montagne, tout en haut, vous allez faire la teuf avec un DJ set, vue sur la mer, attendre le lever du soleil jusqu'à 7h, faire une prière tous ensemble pour ensuite démarrer sa journée. Donc allez-y. Et surtout, le club d'entrepreneurs Kite & Connect, c'est plus de 500 membres actifs, 50 événements par an. Donc si vous avez besoin de soutien entre pairs et à faire du business, il y a plus de 250 millions d'euros générés entre les membres. Donc foncez, allez voir Laurent Witt et le Kite & Connect. Alors justement, donc c'est intéressant de prendre cet exemple-là. Donc Live Mentor, pour te donner des ordres de grandeur, on est répartis sur 3 bureaux, Paris, Aix-en-Provence et Vannes. Et il y a une centaine d'employés, plus 200 freelances avec qui on collabore chaque mois.
qu'est-ce que je remarque ? Évidemment que depuis que j'ai commencé l'écriture de ce livre, j'ai eu envie d'instaurer une dynamique pour le mouvement contre la sédentarité au sein de la boîte. Je remarque que les appels en marchant, ça se démocratise. Peut-être j'ai un peu montré l'exemple, j'ai un peu initié un mouvement et que ça se démocratise. Je vois de plus en plus de gens qui prennent leurs collègues et disent « Tiens, on va aller faire notre one-one, notre réunion en marchant. » On a la chance d'avoir mis les bureaux de Aix dans une zone où il y a d'autres bureaux, mais c'est pas dans Aix-en-Provence même, c'est en banlieue. Et on est en fait dans une forêt. C'est-à-dire que tu sors des bureaux et comme en plus on est au bout de la zone, il n'y a pas d'autres bureaux à côté, on est vraiment directement dans la forêt et tu peux marcher pendant 20, 30, 40 minutes en n'ayant que des arbres à côté de toi. Ça, c'est exceptionnel. Ça, évidemment, ça favorise beaucoup l'antisédentarité. Bah oui, t'as plus envie d'aller te balader dans la forêt avec ton collègue que d'aller te balader sur le parvis de la Défense. Donc ça fonctionne. On a installé Alan, donc c'est une mutuelle qui a lancé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Alan Play, qui est un compteur de pas en entreprise. Très intéressant. Vraiment, ils ont fait un bon travail. C'est sympa, c'est ludique, c'est rigolo. Chaque personne qui décide de jouer le jeu, bah, tu vois son nombre de pas. Et donc, ça déclenche des conversations chaque jour entre les personnes de l'équipe. Tiens, mais comment tu as fait pour marcher 12 000 pas depuis ce matin ? Ah, ok, tu as un chien, tu le sors. Et tu as des petits challenges, des compétitions à la semaine. Ils ont fait un bon travail. Donc ça marche aussi. Donc ça, vous avez mis en place Alan Play Ça, on a mis en place Alan Play. Okay. On n'a pas encore transformé tout le mobilier pour permettre à tout le monde d'avoir des bureaux assis debout, des sièges ballons. Et c'est là que tu te rends compte que c'est des choix qui doivent être anticipés quand tu investis dans les bureaux de ta boîte et que tu fais ta commande de fauteuils. Mais moi, si je pouvais remonter en arrière il y a 4 ans, au lieu de nous prendre 40 fauteuils assez confortables, je prendrais 40 sièges ballons. Mais on a mis quelques-uns à Paris et à Aix. On a transformé une salle de réunion à Paris en salle hybride qui peut faire salle de réunion et salle de sport, avec tapis de yoga, avec haltères, etc. Ça n'a pas été un succès majeur parce qu'on n'a pas les douches dans les bureaux. Et donc, les gens ne se sentent pas à l'aise de faire la séance, de ne pas pouvoir prendre une douche. Donc, on est sur le chemin. Moi, je considère qu'on n'a pas du tout... Mais c'est sûr que toi, toi pour porter ce message, moi évidemment le livre ça a beaucoup d'impact, mais en plus tu es dirigeant d'entreprise, donc tu peux carrément faire de ton entreprise un lieu test. C'est aussi pour ça que je suis très content que toutes nos formations, donc Live Mentor, c'est des formations en ligne pour créer sa boîte, pour créer son projet. On forme plus de 10 000 personnes par an et on est devenu au fil des années le premier organisme de formation en France pour ce public-là bien précis, les créateurs et créatrices d'entreprise. On propose des formations sur des compétences concrètes, comment communiquer sur Internet, comment créer un site Internet avec WordPress, comment penser son modèle économique, comment se lancer en tant que thérapeute, comment se lancer en tant qu'architecte d'intérieur, etc. Mais toutes ces formations maintenant ont un module d'intro sur la santé de l'entrepreneur. Et dans les différentes vidéos de ce module, il y en a une sur la sédentarité. Donc ça aussi, c'est une manière d'avoir de l'impact, qui est de prévenir les personnes qui se mettent à leur compte. Attention, on sait, toutes les études le montrent, que se lancer à son compte, c'est généralement associé à une plus forte sédentarité. Vous n'avez plus de bureau, généralement, vous commencez à bosser de chez vous. Donc, vous n'avez plus le trajet jusqu'à l'entreprise où vous étiez salarié. Vous n'avez plus les pauses, vous n'avez plus les déplacements au sein des bureaux de la boîte. Donc, à vous d'en être conscient et de favoriser quand même l'activité physique. Comment t'en es arrivé à ce sujet en fait ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Alors, il y a eu plusieurs choses. Premièrement, je me suis sédentarisé comme beaucoup de gens. Enfin, j'ai commencé à travailler assez jeune. J'ai créé ma première boîte, j'avais 19 ans. Et puis Live Mentor, j'ai commencé à travailler sur le projet à 22, 23 ans. Tu étais en école de commerce ? Oui, j'ai fait une école où je n'étais pas très présent, on va dire. J'ai mis beaucoup de temps à avoir mon diplôme. J'ai fait 2 années de césure, 2 années de pause pour créer justement Live Mentor. Et ben, ce projet, c'est un projet sédentaire en fait. C'est un projet que j'ai développé avec un ordinateur et une chaise.
c'est une activité qui va te sédentariser si tu ne le combats pas. Et moi, pendant toutes les premières années, je n'ai pas combattu la sédentarité. Et je me suis retrouvé, après 6 ans, 8 ans, 10 ans de vie professionnelle, à avoir mes articulations qui étaient très raides, à avoir pris pas mal de poids, une dizaine de kilos, à avoir un brouillard mental, une anxiété assez récurrente. Et puis, j'ai découvert la marche, j'ai découvert les randonnées, j'ai eu la chance aussi de partager cette passion avec d'autres amis entrepreneurs. Et j'ai été surpris par les résultats. J'ai petit à petit découvert que si je marchais régulièrement, toutes les semaines, tous les jours, en fait, beaucoup de problèmes s'effaçaient. Donc ça a été ma première inspiration pour écrire La Chaise Tue. La deuxième, elle est liée à mon travail de journaliste sur le podcast Métamorphose. Donc Métamorphose, c'est un podcast santé, c'est un podcast de référence sur la santé en France. Et Anne Guéquière, donc la fondatrice de ce podcast, m'a proposé de faire des interviews. Et j'ai commencé à interviewer des cardiologues, des neurologues, des psychologues. Et à chaque fois, lors de l'interview, la personne en face de moi mentionnait le problème de la sédentarité. Il y a toujours un moment où la personne, quelle que soit sa discipline, disait et l'activité physique, plus il y en a, mieux c'est quand même. S'il y a de l'activité physique, tout ce que je suis en train de vous raconter, tous ces problèmes-là, problèmes de cœur, problèmes de nutrition, problèmes de sommeil, problèmes de psychologique, dépression, ouais. S'il y a de l'activité physique, il y en aura beaucoup moins. Donc là, je me suis dit, c'est intéressant. On a vraiment un phénomène de société avec la sédentarité. Il serait intéressant de le creuser avec un angle très large, pas avec un point de vue de médecin, mais en donnant la parole à des médecins, mais aussi à des architectes, mais aussi à des éducateurs, mais aussi à des spécialistes du travail, mais aussi à des spécialistes de l'économie de l'attention. Et puis enfin, la troisième raison derrière ce livre, c'est ma rencontre avec Victor Fersing, qui est un ami, mais qui est aussi un journaliste spécialisé sur les écrans, sur l'addiction aux écrans. Il est membre d'une association qui s'appelle Lève les yeux, qui fait de la sensibilisation dans les collèges et les lycées sur l'addiction aux écrans. Et le livre s'intitule La Chaise Tue. Il aurait pu s'intituler Les écrans tuent. L'un est indissociable de l'autre. Les écrans, dans 99% des cas, nous sédentarisent, nous enferment sur une chaise. Et donc la compétence de Victor était juste exceptionnelle pour aller en profondeur sur ce sujet. J'aurais jamais pu écrire ce livre tout seul. Et donc voilà, sa rencontre et son envie de l'écrire avec moi a permis de donner vie aussi au projet. Ok, je comprends mieux. En tout cas, c'est vrai que ça me fait penser à plein de trucs. Moi qui suis en transition, en train de relancer une boîte et de me mettre à... Alors moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, j'ai l'impression que je passe beaucoup de moments à rencontrer des gens, du coup, à bouger. Donc ça va. Et j'ai des enfants. Donc c'est vrai que les enfants, ça change beaucoup les choses aussi. Parce qu'au moins le matin et le soir, tu passes... Enfin, moi, ils ont 2 ans et 1 mois. Donc je passe ma vie à avoir sur les épaules, à courir, à marcher. Mais en effet, c'est vrai que c'est tellement important de se lever. Là, tu vois, ce podcast, c'est vrai que c'est bête, mais on fait un trajet pour venir, on a cette interview, après moi je vais revenir. Donc ça oblige, mais t'as raison, il faut quand même le concrétiser et le ritualiser, parce que sinon il faut comprendre la différence entre sport et activité physique. Ça n'a vraiment rien à voir. Aujourd'hui, on a des sportifs sédentaires. Dans le cadre de l'écriture de ce livre, on a discuté par exemple avec des médecins de clubs de foot professionnels qui nous disaient mais on a une explosion du nombre de blessures chez nos joueurs. C'est des sportifs de haut niveau. Mais le problème, c'est pas ce qu'ils font à l'entraînement, c'est ce qu'ils font en dehors de l'entraînement. Ils font leurs 2 heures par jour d'entraînement et ensuite, ils restent assis pendant 10 heures d'affilée à jouer à FIFA ou à faire des textos, tendinite du pouce, et à répondre à des fans sur TikTok et autres. Et donc, quand tu entends ça, tu comprends en fait que le corps, c'est quelque chose d'exceptionnel, le corps humain, mais qui a besoin d'être en mouvement le plus régulièrement possible. J'aime beaucoup la phrase du cardiologue François Carré, qui est quelqu'un qu'on a interviewé pour écrire La Chaise Tue et qui vraiment a été un des premiers en France à alerter sur la sédentarité et qui dit « vous n'allez pas vous laver les dents 1 fois par semaine le dimanche, vous vous lavez les dents 3 fois par jour ».
C'est la même chose avec votre corps. Il faut l'utiliser non pas une fois par semaine sur une énorme séance de CrossFit qui vous explose après, mais l'utiliser tous les jours de plein de manières possibles. De l'activité physique. Et c'est là où il faut redécouvrir le concept de NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc, c'est toutes les formes d'activité physique qui ne sont pas du sport. Bricoler, marcher, jardiner, jouer, faire le ménage, cuisiner. Et ces NEAT sont de l'activité physique. Et c'est là où il faut redécouvrir le concept de NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc, c'est toutes les formes d'activité physique qui ne sont pas du sport. Bricoler, marcher, jardiner, jouer, faire le ménage, cuisiner. Et ces NEAT sont attaqués par la technologie. Aujourd'hui, on court vers le scénario Wall-E. La fin de Wall-E, tu sais ce film où il y a le petit robot qui nettoie une planète. La fin de Wall-E, c'est la découverte de ce qui reste de l'humanité. Ce sont des humains dans un vaisseau spatial, obèses, sur des fauteuils incroyables de technologie qui sont capables de leur apporter à manger, ils sont capables de les laver, ils sont capables de se déplacer avec le fauteuil. Donc ils ne font plus rien parce que la technologie du confort a atteint un tel niveau que ils ont perdu toute connexion avec leur besoin, ce besoin primaire de mouvement qui est profondément en nous. Et on pourra y revenir. On a interviewé notamment des paléoanthropologues qui ont des choses passionnantes à dire justement sur comment l'humain s'est construit avec le mouvement et comment d'ailleurs notre intelligence du cerveau est intimement liée à l'activité physique et au développement de nos capacités corporelles. Et d'ailleurs, ce qui est aussi très intéressant dans Wall-E, c'est que ces humains, ils ont perdu toute confiance en eux. Ils osent plus bouger, ils osent plus explorer. Donc, il faut ouvrir les yeux sur tout ce que ces technologies nous permettent de faire et tout ce qu'elles nous empêchent de faire. Quand je commande à manger sur Deliveroo ou Uber Eats, je ne vais plus acheter mes courses, je ne vais plus cuisiner, j'ai plein de micro-mouvements que je ne fais plus. Quand je fais une téléconsultation avec un médecin, je me déplace plus chez ce médecin. Quand je travaille en ligne depuis chez moi, je ne me travaille plus jusqu'à un lieu de travail. Quand je fais une visio, là, on a plein de réactions depuis que le livre est sorti. On a une réaction qui m'a fait tomber de ma chaise, d'une avocate qui me dit « Alexandre, je vais offrir le livre à tous les collaborateurs du cabinet. On est dans un bureau, on s'appelle pour se dire quelque chose au lieu de se lever, de marcher 45 secondes et de se donner l'information. » Ouais, c'est absurde. C'est complètement absurde. Le corps humain, c'est productivité en fait. C'est ça le sujet de base. C'est la technologie du confort. C'est la crise du confort. Le corps, pourtant, le corps humain, il est incroyable. C'est-à-dire que les humains peuvent battre sur des courses d'endurance des chevaux. On n'est pas les meilleurs en sprint, mais en endurance, en capacité à être en mouvement tout au long de la journée, on est vraiment très fort. On a un tendon d'Achille qui fait office d'une catapulte quand on marche. Donc ça nous fait une économie d'énergie. Le mouvement d'ailleurs de la marche, c'est un mouvement de pendule, comme ça. Donc ça déclenche une énergie qui rend la marche très économe. Et on a une super thermorégulation. Je ne sais pas si tu as un chien. Non, mais le chien, il tire la langue et nous, on transpire. Le chien, il tire la langue et nous, on transpire. Donc on se refroidit en permanence. On est capable de perdre jusqu'à 8 litres d'eau par jour. Donc c'est naturel, en fait, qu'on soit en mouvement le plus souvent possible, sauf qu'on l'a oublié. Et on s'obsède peut-être avec les mauvaises choses. On se rend obsessionnel de la séance de sport super efficace. Et on regarde des vidéos sur YouTube pour nous expliquer comment faire l'entraînement parfait. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de multiplier les moments d'activité physique dans ses transports, dans son travail, dans ses loisirs, dans l'école pour les enfants, etc. Je lis ce sujet aussi au burn-out que toi, tu as connu. Alors, moi, parfois, j'ai l'impression aussi que
on est un peu à la période du burn-out. Alors on se demande parfois même si c'est pas un petit peu exagéré, tu vois. Parfois tu te dis mais dès que quelqu'un est en difficulté ou n'est plus en accord avec son employeur, boum, c'est le burn-out, tu vois. Donc c'est quoi déjà selon toi le vrai burn-out et c'est quoi le lien que tu fais entre tes activités, multi-activités d'entrepreneur, ce besoin d'être super performant et du coup d'être aussi tout le temps derrière un ordinateur et d'être sédentaire et les burn-out que toi tu as connus. Qu'est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ça? Alors, il y a plusieurs questions dans la question, mais sur les liens entre burn-out et activité physique, il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle « Défatiguez-vous » d'un chercheur en physiologie qui s'appelle Guillaume Millet, que j'avais eu la chance de recevoir chez Métamorphose, et qui lui a écrit sur la fatigue, et notamment la fatigue chronique. C'est quand maintenant en France on parle de fibromyalgie. Ça touche beaucoup de gens, ce sentiment d'être tout le temps fatigué. Et dans le travail qu'a fait Guillaume avec d'autres chercheurs, il est clair que l'activité physique, ça apparaît comme le remède miracle à la fatigue. Et Guillaume mentionne dans son livre à quel point burn-out et fatigue, c'est deux notions qui ont un peu évolué loin de l'autre dans la recherche médicale scientifique. On les a pas rapprochés. Et lui ouvre la porte dans son livre à un rapprochement en disant que, in fine, la première chose qu'on entend chez les gens qui sont en burn-out, c'est « je suis fatigué, j'en peux plus ». Donc c'est de la fatigue. Et son livre montre bien, et il est soutenu par, encore une fois, des centaines d'études. C'est ça qui est génial avec la sédentarité, c'est que c'est un des phénomènes scientifiquement les plus recherchés au monde. Donc, douter de la sédentarité, c'est comme douter du changement climatique. Hein. C'est se masquer la réalité. Et donc, comme le montre bien Guillaume, la réponse à la fatigue, c'est l'activité physique. Mais donc, toi, quand tu as vécu 2 burn-out, tu le dis dans ta vie d'entrepreneur. Moi, je suis complètement certain aujourd'hui que mes moments difficiles ont été complètement liés à une trop forte sédentarité. J'en ai aucun doute. C'est le facteur numéro 1 selon toi de ce qui t'est arrivé? J'en suis certain aujourd'hui. Ouais. C'est marrant parce qu'effectivement, j'avais jamais. Pour moi, tu vois, il y a plein de facteurs possibles. Je suis pas du tout un spécialiste du sujet, mais j'ai l'impression que, notamment chez l'entrepreneur, c'est lié à cette hyper exigence un peu le syndrome du premier de la classe, tu vois, besoin absolument de réussir, de performer, d'être toujours devant de la scène. Il y a évidemment d'autres facteurs qui existent. Et moi, j'ai consacré un livre sur justement le sujet du burn-out chez les entrepreneurs, qui avait été nourri par une enquête à laquelle avaient répondu plusieurs milliers d'entrepreneurs. Donc, il y a des sujets d'anxiété financière, il y a des sujets d'option du détail, il y a des sujets de syndrome de l'imposteur, il y a des sujets de comparaison excessive avec d'autres entrepreneurs. Tout ça existe. Mais après avoir maintenant consacré 2 ans d'enquête à la sédentarité et vu la quantité de preuves empiriques, d'études scientifiques, je pense que le premier étage de la pyramide, il est là. Ça paraît dingue, parce que là c'est un peu comme si tu nous annonçais une recette miracle, tu vois. Lève ton cul et tu n'auras plus de problème psychologique. C'est pas une recette miracle et il n'y a pas de recette miracle qui existe. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ça va être très compliqué de te sentir bien à long terme, quel que soit le travail que tu aies fait sur ton anxiété des finances, sur ton obsession du détail, sur ton syndrome de premier de la classe, si tu passes 10 heures par jour assis sur une chaise. Ouais, donc là, en fait, c'est la causalité, elle est dans ce sens. C'est-à-dire, si tu es sédentaire, alors de toute façon, le reste sera superflu. Il faut commencer par ça, quoi. Oui, et de toute façon, la santé, il n'y a pas de recette miracle. C'est le point de base peut-être de tout raisonnement intelligent sur la santé. C'est un système complexe. Moi, c'est pour ça que j'étais très fier que Anthony Berthoud, qui est un super nutritionniste, accepte de rédiger la préface de ce livre. Donc lui, c'est un spécialiste de la nutrition de l'assiette. Mais justement, sédentarité, alimentation, sommeil, tout ça va de pair. Si dans ton assiette, tu as plein de produits transformés, tu n'as pas assez de protéines et tu as beaucoup trop de sucre, tu n'auras jamais l'énergie pour aller faire de l'activité physique et aller marcher. Si tu es sédentaire 10 heures par jour, c'est très souvent associé à une moins bonne nutrition.
à une commande beaucoup plus forte sur les plateformes de livraison. C'est ce qu'appelle Tony Robbins, le grand coach américain. Tu sais, son concept phare, c'est le priming. Le priming, c'est comment est-ce que tu commandes tes réactions, et donc ta façon de voir le monde, de l'interpréter, tes croyances, etc., à partir du mouvement physique. Et donc lui, d'ailleurs, dans tous ses séminaires, tu vois des trucs un peu dingos comme ça, où à chaque démarrage de journée, et puis je crois qu'il y en a plusieurs fois dans la journée, effectivement, tu as des vidéos où ils sont tous en train de lever les bras comme ça, de souffler de façon faire de l'hyperventilation, faire ce genre de choses, quoi. Donc je pense que c'est sûr que ça se diffuse. Après, ce que je trouve un peu pas, je sais pas si c'est désespérant ou culpabilisant, mais c'est je pense qu'il y a des gens pour qui c'est, tu vois, c'est très difficile d'être en mouvement dans la journée, tu vois. Mais j'en reviens au fait que c'est un sujet systémique. J'en reviens encore et toujours au fait que c'est un sujet systémique sur lequel on a besoin. Comme dormir, tu vois. Moi, j'ai des enfants. Si quelqu'un me dit, ah non, mais il faut juste que tu dormes mieux, je suis là, mais je veux pas dire de gros mots, tu vois. Mais je dis, bah ouais, t'inquiète, vas-y, viens chez moi à 23h et puis viens voir ce qui se passe, tu vois. C'est pour ça que c'est aussi un sujet sur les politiques RH des entreprises et sur justement le rôle du gouvernement. Tu mentionnais l'exemple de Tony Robbins. Tony Robbins, c'est l'incarnation du développement personnel à l'extrême, qui oublie complètement la dimension collective du problème. Tony Robbins, c'est exactement ce qu'un sociologue français qui s'appelle Nicolas Marquis appelle la religion de l'individu volontaire. Et vraiment, le travail de ce sociologue est ultra précieux, parce qu'il décrit très justement à quel point, via des discours comme ceux de Tony Robbins, on diffuse encore et encore l'idée que si tu veux, tu peux. Point barre. Et c'est faux. C'est faux. Si tu veux, tu peux faire des choses, oui, mais on n'a pas tous la même situation, on n'a pas tous le même entourage, on n'a pas tous la même condition socio-professionnelle, on n'a pas tous des enfants ou pas des enfants, etc., etc. Et donc, on est en société, on est des êtres sociaux. Donc, il faut, sur des sujets aussi importants que la 4e cause de mortalité au monde, une réponse qui est aussi sociétale et qui ne peut pas se limiter à simplement bougez-vous. Et c'est pour ça que dans le bouquin, on propose à la fois des solutions individuelles, mais on propose aussi beaucoup de solutions à différents niveaux collectifs. Au niveau de l'entreprise, au niveau du groupe d'amis, au niveau de la famille. Et on donne aussi des exemples de pays qui ont passé des réformes super intéressantes. La Slovénie mesure le VO2 max de tous ses collégiens lycéens. Et quand Instagram est introduit en Slovénie, ils se rendent compte que le VO2 max chute. Et donc, ils mettent plus d'activité physique dans les cours parce que ils sont accros à leur téléphone. C'est que le premier truc, c'est la catastrophe en France. Je sais plus avec qui je parlais de ça, mais c'est effectivement Tony Parker en parle énormément. Tony Parker, Teddy Riner, tous ces ambassadeurs du sport en France, sur le manque de sport en France à l'école, quoi. C'est un truc de dingue. Pour le coup, les US sont bien meilleurs que nous là-dessus. Je pense l'Espagne aussi, plein d'autres pays comme ça. Mais en France, c'est une catastrophe, quoi. Moi, ça me désole de me dire que à la crèche, mon fils, heureusement, il court partout. Une crèche est conçue pour que les enfants puissent courir, jouer, etc. Donc, voilà, ils sont bien, quoi. Mais dès que tu rentres à l'école, ça n'a pas changé depuis 1920. Oui. C'est le même tableau, la même façon d'éduquer, la même prof qui est devant la scène. Les élèves à suivre qui sont censés recevoir le savoir. C'est la cata, quoi. Mais alors, il y a des écoles dans la forêt. Il n'y en a que 30 malheureusement en France. Des écoles dans la forêt ? Oui, des écoles dans la forêt. Le concept d'école dans la forêt, c'est une école où les enfants ont pendant 2 jours par semaine cours dans la forêt. Donc ils sont à l'extérieur et ils peuvent bouger. Et il y a une de ces écoles qui s'appelle la Forêt des Lucioles, créée par quelqu'un de génial qui s'appelle Sébastien Henry, qui est à côté d'Annecy. Et donc on l'a interviewé dans le cadre de l'enquête. Et d'ailleurs, eux... travaille avec une université qui regarde l'impact de cet enseignement différent sur la créativité des enfants, sur leur capacité à avoir de l'attention. Le trouble de l'attention qu'on essaye de soigner avec des médicaments et la Ritaline et qui est en explosion complètement vertigineuse aux États-Unis mais aussi en France. À quoi ressemblerait-il dans un monde où on est moins sédentaire? Et ça,
plus en plus de psychiatres commencent à s'y intéresser et à pointer du doigt que c'est peut-être un sujet d'environnement. C'est peut-être beaucoup un sujet d'environnement et de temps passé assis et de temps passé assis à être sur les réseaux sociaux et à être sur des choses comme TikTok qui sont des mangeurs de cerveau, des poisons pour notre capacité à avoir de l'attention. Si tu t'intéresses à l'école, le modèle des écoles scandinaves où il y a beaucoup d'activités physiques va aussi t'intéresser. À Singapour, il est interdit pour un promoteur immobilier de construire un immeuble sans construire en face des barres de traction, des vélos elliptiques, tous les équipements qu'on peut voir parfois dans Paris ou ailleurs pour bouger. Là-bas, c'est intégré dans le... C'est vrai que même à New York, quand ils pensent, Manhattan s'est construit autour de Central Park pour que les gens puissent se balader en pleine ville, marcher, faire leur vie, etc. Mais bon, après, les US, je pense, sont comme nous, voire pire sur ce sujet de... Ils sont bien pires. Ouais, ils sont bien pire. Quand tu as quasiment 50% d'obèses et près de 10% de la population qui a Alzheimer ou qui est sénile... En fait, le problème aujourd'hui, c'est que... les États-Unis, malheureusement, incarnent vraiment cette obsession pour le sport, la performance, la réussite et cette méconnaissance de l'importance de l'activité physique. Et puis en plus, les États-Unis, c'est le pays des inégalités sociales. Et donc, mais c'est marrant parce que c'est effectivement ce sujet, en tout cas de la sédentarité, me semble aussi très clivant sur le plan socio-professionnel. Parce qu'en effet, tu as des early adopters qui sont souvent des gens de la tech, qui ont de l'argent, qui sont éduqués, qui du coup en reviennent des écrans pour eux, pour leurs enfants, qui font des walking meetings, qui font des routines, morning routines, tu vois, où tu vas bouger, qui effectivement arrêtent les visios, qui font ce genre de choses, qui arrêtent l'alcool, qui mangent mieux. Et puis, tu as tout un contingent de gens qui, entre guillemets, je sais pas s'ils n'ont pas le choix, le font pas, sont bouffés par les réseaux sociaux, etc. Et qui, du coup, sont entraînés dans un marasme Alors, il y a une étude très intéressante de la Fondation Jean Jaurès, mais je l'ai mentionné tout à l'heure, sur le coût de l'inactivité physique pour l'État français chaque année. Mais dans cette étude, effectivement, on voit que l'inactivité physique, ça touche principalement les catégories socio-professionnelles moins favorisées et il y a un haut fonctionnaire, j'espère ne pas écorcher le prénom, c'est Paul Klotz, Klotz, je crois. Je suis désolé s'il tombe sur cette vidéo et que j'ai oublié une lettre, qui très justement dans une tribune pour Le Monde disait, mais à qui profite le crime en fait ? Qui profite de la sédentarité ? Des plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo, plateformes privées qui ne sont même pas françaises, alors que l'État, ça lui coûte un fric monstre, avec les frais de santé, évidemment, liés aux conséquences de la sédentarité. Donc, c'est un sujet d'inégalité sociale et ce serait un magnifique sujet de politique publique. C'est ça qui est décevant ou qui peut être un motif d'espoir si un jour on a un gouvernement qui... vraiment prend en main le sujet, on peut faire des miracles, vraiment, avec peu d'action. Je termine sur ton burn-out aussi, pour que les gens peut-être qui vivent ça, ou soit qui vivent ça eux-mêmes, soit qui peut-être, pour les dirigeants qui nous écoutent, le voient chez leurs salariés. C'est quoi, entre guillemets, le vrai burn-out versus un petit peu l'expression de peut-être une forme d'abus, tu vois. C'est quoi le vrai burn-out ? C'est compliqué. Toi, tu l'as vécu comment ? Alors moi, je peux te raconter comment je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu par des signes d'épuisement physique où je n'arrivais plus à me lever le matin, j'arrivais plus à traiter mes emails, j'avais le cerveau qui tournait au ralenti, j'ouvrais mon ordinateur, je voyais des informations passer, j'arrivais pas à les traiter. Donc ça, c'était... Et ça arrivait du jour au lendemain ? Ça a monté... c'est toujours latent, ça monte sur quelques semaines, quelques mois, et puis il y a un moment où tu bascules et là, tu restes dans cet état pendant... moi, c'est... quelques semaines, mais pour certains, ça peut durer quelques mois, voire plus. Donc, la définition exacte du burn-out, elle n'existe pas. Tu ne peux pas avoir une définition aussi précise que sur d'autres problèmes de santé, type une entorse ou un lumbago.
moi, ce en quoi je crois surtout, c'est la prévention. Je crois que le vrai sujet, toujours sur la santé, c'est d'agir un maximum possible en prévention et donc d'essayer de sentir le plus possible quand on commence à tirer sur la corde et de réagir de différentes manières. Et une des manières, c'est l'activité physique, la marche, la lutte contre la sédentarité. Mais toi, comment ça se fait que tu en as vécu 2 ? Parce que une fois, normalement, quand on en a vécu un, tu t'arrêtes, quoi. Bah, ça dépend. Ça dépend. Moi, ça n'a pas été mon cas. Je suis sorti... mon premier burn-out, c'était en 2016. Ma boîte ne fonctionnait pas bien du tout. Live Mentor. Ouais, exactement. Et j'avais envie d'arrêter, j'osais pas me le dire et j'ai craqué à cause de cette tension-là, à cause de cette incapacité à oser quitter le projet. Et je suis resté dedans jusqu'au burn-out. Et alors après, par miracle, on a pivoté l'activité de la boîte alors que j'étais en burn-out. C'est-à-dire sans toi, les gens pivotaient ? Non, c'est moi qui ai mené le pivot alors que j'étais complètement au bout du rouleau, quoi. Complètement au bout du rouleau. Et ce pivot a fonctionné. Et là, la boîte a commencé à trouver une voie de développement, a commencé à devenir rentable. Et là, j'ai fait une erreur. C'est de considérer que j'allais très bien parce que cette fois, la boîte allait bien. En fait, à ce moment-là, j'associais complètement mon état personnel à l'état de la boîte. Donc, je me disais, OK, la boîte est sauvée, donc moi, je suis sauvé aussi. Puis 2 ans après, en fait, la boîte allait bien, mais mon rapport au travail, ma sédentarité et d'autres problèmes étaient toujours au fond les mêmes. Et donc, j'ai refait un burn-out. Et cette fois, ça a été mon vrai déclic pour commencer à m'intéresser profondément à la santé. Et c'était en 2018, maintenant on est en 2025. Donc, tu vois, ça m'a mis... Enfin, c'est depuis 7 ans que je suis de plus en plus passionné par ces sujets et que je mesure leur complexité. Hein. C'est des sujets extrêmement complexes. La santé, tu parles à n'importe quel spécialiste, il te dit que plus tu découvres, plus tu es humble. Alors, la difficulté dans ton exemple, c'est que... Alors, je comprends bien le côté... effectivement, quand tout va mal et que tu es en burn-out, ça te semble normal. Du coup, tu ne prends pas conscience des choses. Et c'est quand tout va bien, que tu es quand même mal, c'est là où les gens se disent il y a quelque chose à changer. D'ailleurs, j'avais interviewé... Clotilde Dussoulier de Change ma vie qui exprimait ça, tu vois, c'est-à-dire qu'elle s'est mise à faire Change ma vie parce que tout allait bien dans sa vie. Elle avait des enfants, un mari qu'elle aimait, enfin tout allait bien, mais juste elle se sentait pas bien à l'intérieur, elle était complètement perdue. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est intéressée au développement personnel, qu'elle a bougé. Et voilà. Mais dans ton exemple, ce qui est assez marquant quand même, c'est que c'est le fait, enfin tu vois, le fait d'être en burn-out a presque sauvé ta boîte, tu vois. Donc c'est presque contradictoire avec le fait de... Est-ce que le fait d'être mal ou de, entre guillemets, peut-être pousser un peu la machine parfois, te permet pas aussi de te mettre dans une position plus radicale et donc d'activer un changement plus profond, tu vois. Non. Moi, dans mon exemple du pivot, le pivot est pas venu de mon burn-out. En fait, il se trouve que pendant mon burn-out, on est tombé sur une idée un peu par chance, par hasard, par rencontre, et que celle-ci a fonctionné. Mais en fait, si c'était à refaire, si je pouvais remonter dans le temps, je suis bien sûr très content de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Je suis super content de l'état où est Live Mentor aujourd'hui. Ça m'a amené plein de rencontres, plein de projets, plein de choses. Mais le fait est que pendant plusieurs années, j'ai forcé. J'ai sacrifié du temps avec des personnes qui comptent dans mon entourage que je ne peux pas récupérer. Et j'avais envie d'arrêter, mais j'osais pas. Bon, bah, j'espère en tout cas qu'aujourd'hui, si je me retrouve dans la même situation, j'oserais arrêter. C'est fou parce que la fin de l'histoire est belle, quoi. C'est vrai que pour ta santé, c'était mieux d'arrêter, mais en réalité, à la fin, l'histoire est beaucoup plus belle puisque tu as une boîte qui fait 15 millions de CA, qui a un impact sur le monde. La vie, c'est pas qu'une boîte, Mathieu. La vie, c'est... Tu vois, par exemple, ma grand-mère qui est décédée, j'aurais bien aimé passer plus de temps avec elle à l'époque où je bossais comme un con. Donc, il y a des choses aussi qu'il faut vraiment nuancer, hein, le discours souffrir pour réussir, sacrifier des choses. C'est très sexy dans le monde de l'entrepreneuriat d'avoir ce narratif-là.
C'est pas le mien et je suis très content que ce soit pas du tout celui de Live Mentor, qui pourtant touche beaucoup de personnes qui veulent monter leur boîte en France aujourd'hui. T'as un très bon livre là-dessus, quelqu'un qui s'appelle Anthony Galuzzo, qui s'appelle Le mythe de l'entrepreneur, qui montre bien justement comment on a un peu créé cette idée là, de l'entrepreneur sacrificiel. Ouais, après, je trouve que j'en ai parlé pour le coup avec tellement d'entrepreneurs qui ont réussi cette question de faut-il souffrir pour réussir. Je trouve que c'est un peu facile après coup de dire que tu vois, c'est pas ça. C'est un peu comme dire, comme Guillaume Moubèche, il me disait, bah, l'argent, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Bah oui, mais t'as 30 millions sur ton compte, mec. Tu vois. C'est-à-dire qu'avant d'avoir 30 millions, bien sûr qu'il était obsédé par l'argent. Ou alors, avant d'avoir réussi, bah, bien sûr que t'es obsédé par la réussite. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un chemin où... en effet, quand tu as réussi, bah, tu réalises que finalement, c'est peut-être pas ça qui te rend heureux, ou c'est pas l'argent qui va faire que tu vas être mieux. Mais au démarrage, c'est comme au démarrage, c'est sexy quand tu es entrepreneur de dire que tu es en galère, que tu as traversé des galères après coup. Mais quand tu es dans la galère et que pour l'instant, tu n'as rien accompli, c'est beaucoup moins sexy, tu vois. Et c'est là où on n'en parle pas. Bah moi, c'est pas mon histoire du tout, ce que tu partages là. Moi, c'est intéressant. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé une boîte parce que j'aimais l'éducation en ligne et que j'ai commencé à donner des cours à distance. C'était le premier modèle de Live Mentor via Skype à l'époque. Et que personne ne faisait ça à côté. Et je trouvais ça super chouette. Et donc là, je suis rentré dans un premier cycle d'entrepreneuriat qui était donc ce cycle-là très dur où rien ne fonctionnait. Le modèle économique n'était pas le bon. J'avais pas les bonnes compétences pour entreprendre. J'ai sacrifié ma santé. Je me suis sédentarisé. Et j'aurais dû arrêter, mais je continuais non pas parce que je voulais réussir, mais parce que je savais pas qui j'étais en dehors. J'étais face à une sorte de vide absolu en me disant, mais si t'arrêtes, t'es quoi, tu vois, je savais pas ce que j'étais. Tu confondais ton identité à celle de l'entreprise. Exactement. Et donc c'est ça qui m'a un peu piégé. C'est que j'ai pas assez tôt, je pense, compris que la vie c'est plein de facettes, il faut faire plein de choses. Tu peux être un père, tu peux être un enfant, tu peux être un petit enfant, tu peux être un passionné de planche à voile, de cuisine, un amoureux, tu peux t'engager dans des associations, etc. Et c'est vrai que je pense que je me suis fait piéger justement durant mes premières années d'entrepreneur par ce narratif très start-up, très start-up, qui est popularisé par certains films, par certaines séries, par certains podcasts, qui est une sorte de culture dans laquelle tu peux vite baigner à Paris, où tout le monde ne parle que de ça, que de sa boîte. Et ça, je te rejoins complètement. Et pourquoi, du coup, tu continues Live Mentor aujourd'hui ? Parce que j'ai l'impression que tes activités, l'écriture, la publication de livres, métamorphose, il y a plein de choses qui peut-être correspondent plus à déjà, qui tu es maintenant, non ? Comme tu le dis, aujourd'hui, je me suis organisé pour avoir une vie professionnelle plus diverse. Je consacre du temps à Live Mentor, mais j'ai aussi commencé à travailler pour le podcast Métamorphose. J'ai passé du temps sur l'écriture de ce livre. Et ça, c'est très important pour moi, de pouvoir jongler entre ces différentes activités qui, d'ailleurs, souvent se recoupent et il y a des liens qui se créent entre elles. Par exemple, tout ce que j'ai appris en étant éditeur de livres chez Erol, ça nous a beaucoup aidé chez Live Mentor quand on a décidé d'intégrer une activité de maison d'édition. On a racheté une petite maison d'édition qui s'appelle 2359 qui fait des carnets de méthodologie. Mais voilà, ça reste vraiment très important pour moi de pouvoir jongler entre ces différentes activités et puis en dehors de m'investir beaucoup plus que ce que je n'ai fait durant mes premières années dans les moments avec ma famille, avec des amis, avec des passions, etc. Ouais, non, mais je comprends. Mais c'est vrai que moi, je te rejoins parce que mon chemin de vie, par exemple, actuellement, c'est d'être papa. Donc, c'est clair que j'ai tous mes potes entrepreneurs qui n'ont pas vécu la petite enfance de leurs enfants. Donc, le bootstrap, en moyenne, les gens, ils avaient plutôt
40-45 ans, tu vois. Et quand moi je l'ai monté, j'avais 27 ans. Donc c'est vrai que c'était un accélérateur de vie de voir des entrepreneurs à succès qui avaient des boîtes qui faisaient plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui racontaient avec le recul ce qu'ils ont regretté et ce qu'ils ont plutôt apprécié. Et il y en a beaucoup effectivement qui disent moi j'ai pas été là pour les enfants, j'ai pas été présent, c'est vraiment dommage, quelque chose que je regrette. Donc moi je fais attention à ça, mais je fais attention aussi à me dire que en fait j'appelle ça moi un hiver professionnel, tu vois. C'est-à-dire que j'ai arrêté le club bootstrap pour une raison classique qui est une divergence de vision avec mon associé. Alors que le projet marchait à fond et qu'à la fin j'ai privilégié plutôt moi mon bien-être et mon alignement que continuer quelque chose sur lequel j'allais plus m'épanouir sur le long terme. Et je privilégie aussi le fait d'être là pour mes enfants et de vivre ça avec ma femme parce que je trouve ça sinon très dommage. Ouais. Mais je sais aussi que du coup je le paye en rapidité d'exécution, je le paye en ambition. Que je pouvais avoir de façon beaucoup plus importante quand j'ai lancé le club notamment, tu vois, qui du coup allait très vite très fort parce que j'y consacrais mes soirées, mes journées, je pouvais communiquer en permanence, tu vois, et du coup ça allait très vite. Mais tu gagnes peut-être en créativité. Ouais, je gagne en créativité, je gagne en sérénité. Je constate que c'est pas facile en effet de renoncer à ce besoin de réussir, tu vois, qui est présent dans l'écosystème de gens que je côtoie et qui du coup est très présent chez moi. Je sais pas, je sais pas encore où me situer par rapport à ça. Je sais qu'il faut que je l'accepte parce que j'ai pas envie de renoncer à ma famille ou en tout cas du temps, etc. Mais je trouve ça pas évident. Je trouve ça pas évident. De toute façon, il n'y a pas de loi aussi nette, on va dire, que la loi de la gravité sur ces sujets. Qu'est-ce qui détermine l'efficacité d'un projet, son développement, sa capacité à passer à un point A à un point B? Certainement que la quantité de travail qu'on met joue, mais il y a plein d'autres choses, l'entourage, la chance, notre capacité à être créatif, notre niveau d'énergie, ce qui n'est pas la même chose que, c'est intéressant que tu aies dit ça, que le volume d'heures qu'on met dedans. C'est... je pense qu'il faut s'inspirer par exemple de certaines méthodes de préparation mentale que les athlètes de haut niveau utilisent beaucoup. Je connais bien quelqu'un qui s'appelle Pierre David, qui est le fondateur d'une entreprise qui s'appelle l'Académie de la haute performance. C'est un ancien boxeur de haut niveau qui a été une fois médaille d'or et 4 fois médaille d'argent et qui travaille avec plein de médaillés olympiques français avec sa méthode qu'il appelle la dépolarisation, qui consiste à essayer de dépolariser l'athlète de l'objectif de la médaille d'or. Et la première séance d'accompagnement est toujours un peu surprenante parce qu'il leur dit bon, quel est ton objectif? Il dit, avoir la médaille d'or au JO. Il dit d'accord, alors on peut travailler ensemble, mais sache que peut-être à la fin de l'accompagnement, tu n'auras plus envie d'avoir la médaille d'or. Tu auras une autre volonté. La personne dit non, moi je sais pas ce que je veux ma médaille d'or. Et en fait, il leur permet d'accéder à un mode de concentration, un mode de présence avec leur pratique, avec leur sport, avec leur discipline, où le sujet n'est pas et autre. C'est pas cette obsession sur le résultat. C'est d'autres motivations plus profondes qui, in fine, vont augmenter les chances qu'il ait cette foutue médaille d'or. Mais le chemin est indirectement. Mais c'est très intéressant parce que Léon Marchand a témoigné là-dessus. Absolument, Léon Marchand travaille avec... Il travaille avec ce gars ? Je ne crois pas qu'il travaille avec Pierre David, mais il travaille avec des méthodes très similaires. Parce qu'il a partagé le fait qu'en fait, ce qu'il avait libéré pour les Jeux Olympiques, c'est de réaliser dans sa chair, que les gens allaient continuer à l'aimer, et notamment ses proches, s'il n'était pas champion, quoi. Et que pour lui, c'était tellement important de réussir aux yeux de ses proches que du coup, il se mettait une obsession et il se mettait beaucoup de pression. Oui. Et quand il s'est libéré de ça, on l'a vu effectivement, mais cartonner, arriver tellement détendu dans les bassins, ça paraissait improbable. Qu'est-ce qui est encore une zone de douleur chez toi aujourd'hui ? Dans le travail, tu veux dire ? Ouais, plutôt dans le travail, mais ça peut être aussi dans la vie. Qu'est-ce qui est encore insatisfaisant ? Parce que là, tu me dépeins un tableau où tu as bossé sur toi, tu as traversé les burn-out, tu as des entreprises à succès, tu fais plein d'activités qui te font kiffer et qui réussissent. C'est quoi les endroits où c'est encore dur ? Il y a plein de choses qui sont dures tout le temps. Live Mentor, c'est pas parce que c'est une entreprise en développement, rentable, que tout est facile. Il y a toujours des problèmes, il faut... faire évoluer l'équipe, il faut
gérer une entreprise avec 100 personnes, c'est pas la même chose qu'avec 20 personnes. Il faut gérer plein de choses, l'intégration de l'intelligence artificielle dans un métier comme la formation. Il y a plein de choses qui sont bousculées par ça. Il faut toujours trouver le bon équilibre entre la créativité, les nouveaux projets et la structuration des projets existants. Et puis moi, dans ma vie perso, comme tout le monde, hein, j'ai plein d'enjeux. Je pense que c'est un sujet en tout cas qui compte vraiment beaucoup. C'est la qualité des relations pour moi. D'essayer vraiment d'avoir une bonne qualité de relation avec les gens avec qui je travaille et avec les gens qui sont dans ma vie personnelle. Je ne suis pas un fan des conflits du tout. Et j'ai compris au fil du temps que cette qualité de relation, elle est très dure à avoir si tu as beaucoup de relations à entretenir. Et c'est ça qui est compliqué, par exemple, quand tu diriges une entreprise avec une centaine de personnes, c'est que si tu veux vraiment avoir des bonnes relations, tu ne peux pas les avoir avec 100 personnes. Donc, d'arriver au stade où il y a des gens de la boîte que tu ne connais pas, c'est un peu douloureux. D'arriver au stade où tu dois te concentrer sur certaines relations, certaines personnes clés, pour dire là, je voudrais vraiment connaître ces personnes, je voudrais qu'on se fasse vraiment confiance, je voudrais qu'on puisse bosser, qu'on laisse bosser l'autre les yeux fermés. Tu peux pas le faire avec 100 personnes, c'est impossible. Donc du coup, il faut structurer, il faut réagencer, il faut faire... Oui, et puis il faut accepter qu'il y a des gens avec qui peut-être tu passes moins de temps et avec qui peut-être qu'ils sont sacrifiés, entre guillemets, pour cet objectif, quoi. En tout cas, des gens qui vont peut-être avoir le sentiment que tu es distant, que tu es loin, que tu n'es pas là. Et moi, c'est la manière dont j'essaye de le régler, c'est en me montrant disponible quand les gens viennent vers moi. Ça, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de faire quand je vais dans nos bureaux d'Aix-en-Provence, de Vannes, d'y aller quasiment sans mon ordinateur, avoir aucune réunion pour être là et pour aller marcher avec les gens. Mais c'est sûr que c'est des échelles qui rendent difficile la qualité de relation. Et moi, j'aime vraiment ça. Tu vois, par exemple, ce livre, je l'ai écrit avec Victor parce que c'est génial comme expérience de vivre ça à deux, d'écrire un bouquin, de se prendre la tête ensemble sur chaque mot, chaque phrase, chaque chapitre, la structuration, le sommaire. Ça a été un bonheur absolu. Mais c'est vrai qu'il y a une étude qui... je sais plus laquelle, une étude sur le bonheur qui disait que le number one, en effet, c'est la qualité des relations sur le long terme qui influe. Le number two, c'est, je crois que c'est la biologie. Enfin, c'est ton héritage. D'accord. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qu'on ne choisit pas. Okay. Il y a des gens qui, je pense que si t'es issu par exemple de familles de dépressifs ou dans lesquelles il y a eu des drames et bon, j'en sais rien si c'est ça qui influe, tu vois, mais en tout cas la biologie est importante. Et après, peut-être que c'est... Bon, on dit que c'est l'environnement, mais c'est peut-être la conclusion de cet épisode, c'est peut-être de dire que c'est la sédentarité. C'est la capacité à te bouger le popotin, à marcher, être en vie, qui fait que... C'en est certainement une, ça, je peux vraiment l'assurer, après avoir interviewé plus d'une centaine de personnes pour ce bouquin, ouais. Sans aucun doute. Donc la conclusion, c'est que la recette, pour pas rentrer dans le bullshit du bien-être au travail, c'est levez-vous, marchez. C'est quoi? Comment tu définirais remettre de l'activité physique au travail, je pense que c'est vraiment la priorité. Oser dire effectivement autour de soi, à ses collègues, aux responsables de ressources humaines. Oser passer pour un con et de dire... Oser passer pour un con, mais aussi oser dire j'aimerais juste mettre sur la table que là, on est nombreux à passer 10 heures par jour complètement assis. Il y a un petit problème. Il y a un gros problème. Voilà, je pense que c'est la première... C'est la première étape et le problème, encore une fois, il est systémique. On est tous tombés dedans. 8 millions de travailleurs de bureau en France, c'est énorme. Ça existait, c'était pas le cas il y a 50 ans. Donc il est temps de réagir. Mais tu sais, la dernière fois, je tombais sur les images de gens qui fumaient au restaurant, en boîte de nuit. Ça semblait complètement naturel que tout le monde fumait. Bon, il y a eu une réaction très forte et heureusement.
de l'État pour contrer ça, des politiques anti-tabac, des changements culturels, plein de choses. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui à ne pas être tous avec un cancer des poumons. Parce que si on avait continué sur la direction qui était prise il y a quelques décennies, on en serait là. Hein. Oui, c'est clair. Bah, la sédentarité, c'est la même chose. Il faut conscientiser qu'un changement est nécessaire. J'ai l'impression que le prochain sujet, c'est l'alcool aussi. Là, ils sont en train de lutter vraiment contre l'alcool. Et les jeunes boivent beaucoup moins d'alcool. C'est vrai. Ouais. Ce qui, moi, je trouve parfois dommage, parce que je me dis, j'aime tellement le vin, moi, par exemple, que j'ai du mal à me dire que j'arrêterai de boire du vin, tu vois, un jour de ma vie. Mais en effet, par contre, le diminuer drastiquement et le garder pour des moments importants, c'est clair. Ok, ben merci beaucoup, Alexandre. On achète donc ce livre qui s'appelle Lâches-tu. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci.